Bonjour tout le monde! Avant qu'on puisse voir ensemble les fonctions sinus transformées à la demande générale du monde entier, voici un math fact, c'est-à-dire un fait mathématique. Qu'a de particulier le nombre 153? Le nombre 153 est un nombre fantastique car il provient de la somme des cubes des nombres, des chiffres qui le composent. C'est-à-dire, en des mots plus clairs, 153 provient de la somme des cubes des chiffres qui le composent. C'est-à-dire que 1 à la 3 plus 5 à la 3 plus 3 à la 3, si on le pitonnait, cette somme, ça vous donnerait 153. Mais c'est pas tout. Si on ajoutait ici un 6 à la base 1, c'est-à-dire avoir 16 à la 3 toujours. Si on ajoutait un 0 à la base 5 ici, donc on pourrait avoir 50 toujours à la 3. Si on ajoutait un 3 à la base 3, on aurait ici 33 à la 3. Qu'est-ce qui est malade? C'est que la somme de ces quantités donnerait 16, 50, 33. Ouh! C'est-à-dire 165 033. Pareil, pas le même principe. Ajoute encore un petit 0 à la base 16, un petit 6 pardon, à la base 16. On aurait ici 166 à la 3. Ajouter un petit 0 de plus à la base 50. On aurait ici 500 à la 3. Ajouter un petit 3 à la base 33. On aurait ici 333 à la 3. Si on faisait la somme de ces quantités, on aurait imaginé 166, 500, 333. Ouh! C'est-à-dire, on aurait ici le chiffre suivant, c'est-à-dire 166 500 333. Par le même principe, ça continuait à avoir un 6 de plus ici. On aurait 1600 sur les 6 à la 3, un petit 0 plus à 500, on aurait ici 5000 à la 3, un petit 3 de plus à 333, on aurait 3333, toujours ici à la 3, 700, imaginez, c'est capoté. On aurait ici 1, 6, 6, 6, 5000, 3, 3, 3. Si on pitonnait ça, on aurait ceci, ce nombre. C'est-à-dire qu'il devrait être le nombre suivant, c'est dur à dire ça, ça devrait être ici 100 sur les 6 milliards, 650 millions, 3333. Donc, et qu'est-ce qu'il faut de 153 remanié avec ces étapes? C'est que si on continuait, mais on aurait toujours par le même pattern, c'est-à-dire un 6 de plus, un 0 de plus, un 3 de plus, toujours ici à la cube, mais le même genre de réponse finale. C'est-à-dire un 6, 6, 6, 6, 5, 0, 0, 0, et 3, 3, 3, 3, 3. Donc, toujours par le même principe. Voici qu'a de particulier le nombre 153. Donc, après ce math fact incroyable, on revient aux choses essentielles, c'est-à-dire qu'on va voir ensemble la fonction sinus transformée. Au départ, on va partir par le guide de bien connaître la fonction de base sinus, c'est-à-dire y égale à sin de x, tout simplement, donné par le graphique suivant, c'est-à-dire des cycles répétitifs périodiques, c'est-à-dire montagne trop, montagne trop, montagne trop, toujours perpétuellement le long de l'axe des x. On va donc prendre la règle suivante, par aller planter à l'intérieur d'elle-même les paramètres A, B, H et K, pour modifier donc ce graphique de la fonction de base. C'est-à-dire, en introduisant un paramètre A, on va l'étirer en Y, on va la condenser en Y. En introduisant un paramètre B, coefficient du X devant X, on va pouvoir la condenser en X ou l'étirer aussi en X. Et en introduisant finalement un paramètre H, on pourra la translater soit à l'est ou à l'ouest. Et finalement un paramètre K en bout de ligne, la fonction sinus de base, pour la monter ou descendre nord ou sud. Donc, on va la modifier, on va la transformer. J'efface et on se retrouve dans quelques secondes. Donc, de retour, maintenant, nous allons analyser comment que la fonction de base, c'est-à-dire y égale à sinus de x, tout simplement, va être modifiée en allant lui introduire a, b, h, k à l'intérieur d'elle-même. Donc, pour voir ce qu'on appelle la fonction sinus transformée. Donc, je prends ma fonction de base, juste y égale sin de x, et à l'intérieur d'elle-même, je vais aller lui introduire les paramètres nouveaux A, B, H et K. La structure de toute règle au monde transformé est la même. Y égale le paramètre A toujours devant la fonction en tant que telle, dont A en premier terme. La fonction apparaît par après, c'est-à-dire la fonction en elle-même sinus,
Ensuite, comme le x est dans la fonction sinus, mais je vais aller lui mettre un coefficient devant lui-même, c'est-à-dire le paramètre b. Donc, b coefficient devant x, mais comme h est toujours soustrait avec x, je rentre parenthèse ici x moins h, et en bout de ligne, le paramètre k, toujours ici additionné à la fin. Certains recouvrent de grandes parenthèses l'intérieur du sinus, donc le b fois x moins h ici, recouvert entièrement de parenthèses. Moi, je ne le fais pas, sinon ça m'encombre trop la fonction écrite, si on peut dire ici. Donc, voici à quoi ressemble la fonction sinus transformée. Voyons présentement quel est l'impact, quel est le rôle du paramètre a. Comment que a modifie la fonction de base. Vous allez voir que je vais faire un bref rappel sur le graphique de la fonction sinus de x, la fonction de base, avant de voir avec vous autres quel est le rôle du paramètre a. On passe à ma voix. Bon, ok, voici, avant qu'on puisse parler de la fonction sinus transformée, mais la fonction de base. Voici la fonction de base sinus, point de vue graphique, comme on l'a vu dans l'autre capsule précédente aussi. Voici réellement la fonction de base, sa règle. F de x, c'est comme dire y, égale 1, qui est votre paramètre a devant la fonction sin. De 1x, le 1 est votre paramètre b, coefficient du x, toujours paramètre b. On voit que dans la fonction de base, h est nul, k aussi. Donc, je tiens à rappeler des choses importantes liées à la fonction de base. D'abord, l'amplitude, qui est la demi-hauteur d'un cycle, est 1. Donc, amplitude 1, qui est la demi-hauteur d'un cycle montagne-trou. La période, qui est l'écart horizontal d'un cycle montagne-trou, est cet écart, donc 2π. Donc, période 2π. Les zéros, on les avait trouvés aussi ensemble graphiquement, étaient les multiples de π. C'est-à-dire, si on part à gauche, là, du moins ce qu'on voit, moins 2π, moins π, 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, jusqu'à infini π. Donc, tous les zéros étaient les multiples de π. Donc, voici au départ le rôle du paramètre a. Comment que a va affecter cette courbe de la fonction sinus de base? Voici le a au départ dans la fonction de base, il vaut 1. Donc, c'est le coefficient devant le sin ici qui est votre paramètre a. Ce a au départ, il vaut 1 dans la fonction de base. Le a, si on se souvient bien, peu importe la fonction monde qu'on a analysée cette année, qu'on parle de la fonction valeur absolue, la fonction exponentielle autant que logarithmique du dernier chapitre, le a avait de l'impact dans les y ou dans les x. Et oui, le a a toujours eu de l'impact dans vos y, jamais les x. Donc a va modifier juste les y. Donc selon vous, est-ce que le a en ce sens va modifier l'amplitude ou la période? Je vous le mets dans le mille, je viens de dire le paramètre a affecte seulement que les y. Donc a va affecter juste l'amplitude. Donc, car l'amplitude est en Y et non pas la période qui est en X. Donc, vous allez voir que A, pour une fois que ça va bien fitter, correspondre bien sûr, A va affecter l'amplitude. C'est-à-dire que A sera votre amplitude. La preuve A vaut 1, amplitude 1. Ouh! Si l'amplitude augmente à 2, on voit que la fonction augmente aussi son amplitude. Ouh! A2, amplitude 2. Si A grandit encore à style 4, on verrait que l'amplitude, qui est encore la demi-hauteur d'un cycle, serait de 4. Donc A est l'amplitude. Quand je te dire pour une fois que ça correspond avec son bon mot, A, amplitude, A est la première lettre d'amplitude. Ouh là là! Qu'est-ce qui se passe par contre si on revient avec un A qui vaut 1? Si A passe de positif 1 à négatif moins 1. Comme A affecte les Y, mais c'est clair que toute cette montagne qui contient toutes des Y positifs va subir une symétrie d'axe X, car tous les Y positifs vont devenir les Y négatifs. Et toute cette partie de trou qui est en Y négatif va tomber en Y positif. Donc, symétrie d'axe X. Regardez bien ce cycle. Donc, si vous regardez bien ce cycle montagne-trou, il va subir une symétrie d'axe X dès que A tombe de plus à moins. Ouh, on le voit très bien ici. Donc, qui était montagne tantôt est devenu ici trou. Qui était trou tantôt est devenu ici montagne. Donc, comme on a toujours vu, le A, lorsqu'il tombe à être négatif, il y a une symétrie d'axe X.
Voici donc le rôle du paramètre A. A est tel que l'amplitude, et lorsque A tombe à être négatif, symétrie d'axe X. Peu importe, si on remarque bien, si A est négatif, style moins 3, mais votre amplitude reste également de 3 unités. Si tu préfères me dire moins 3, c'est aussi bien, là, mais souvent on applique une amplitude comme étant positive, car c'est une demi-hauteur d'un cycle, amplitude 3, comme aussi cette montagne qu'on voit présentement a aussi une amplitude de 3 unités. Donc A était que l'amplitude, si A tombe est négatif, symétrie d'axe X. On revient à moi là. Donc oui, le rôle de A a toujours affecté les Y. Donc, va affecter toujours ce qu'on appelle l'amplitude, comme je viens de dire avec ma belle voix radiophonique. Donc, quel est le rôle de A? On va le prendre là clairement. Le rôle du paramètre A, le rôle du A, c'est carrément relié à l'amplitude. Si A vaut 2, vous allez avoir une amplitude de 2, c'est-à-dire la demi-hauteur d'un cycle sera carrément de 2 unités. Donc A est tel quel, donc relié à l'amplitude. Par contre, si A était négatif, il y avait une symétrie d'axe X de la fonction de base. Donc, autre impact, si A est négatif, symétrie ou réflexion, c'est du pareil au même, symétrie d'axe X, comme je l'ai montré grâce à Desmos, grâce au programme, pardon, voilà quelques instants avec ma belle voix radiophonique. Voici l'impact de A. A est l'amplitude, si A négatif, symétrie d'axe X. Voyons maintenant quel est l'impact, quel est le rôle du paramètre B lorsque sa valeur change. De retour à ma voix. Donc, de retour à ma belle voix radiophonique. Donc, on vient de voir ensemble le rôle du paramètre A. Le A était tel quel l'amplitude, du moins sa valeur positive A était l'amplitude, qui est la demi-hauteur d'un cycle. La voici, cette amplitude de 1 unité. Donc, vous remarquez bien que A affectait les Y, pardon. Si A affectait les Y, analysons ensemble dorénavant le rôle du paramètre B. A affectait les Y, B affectera bien sûr les X. Puis il y a un élément qui est en X le long de votre cycle. C'était que bien sûr la période. Si la période est l'écart en X, le B affectera cette période. Si vous remarquez bien, dans le cycle initial, la période est 2π lorsque B vaut 1. Si B passe à une valeur autre que 1, vous verrez que cette période sera modifiée. Donc, si B passe de 1 à 2, on remarque que la période devient être en réalité d'un cycle moitié moins à l'ancienne période initiale 2π. Donc, on voit un étalement d'un cycle en dedans d'un écart horizontal qui est π. Donc, période est rendue ici pour un cycle de π. Donc, l'écart d'un montagne-trou est devenu une période nouvelle π si B est rendu 2. Fait que si vous remarquez bien, B divise l'ancienne période 2π. Période était 2π, si B est rendu 2, mais la période 2π est rendue la moitié moins, rendue donc ici à π. Donc, B, je mets dans le mille son rôle, son impact. Le rôle de B divise la période. Je répète, si B est 1, si B était 1, période 2π. Si B passe de 1 à 2, cette période 2π est divisée par ce B qui vaut 2. 2π sur 2 vous donne, bien sûr simplifié, π. Voici cette période d'un cycle π en question. Donc, l'écart horizontal d'un cycle est π. Il n'y a rien de nouveau, je tiens à dire, parce que B, son impact a toujours été en lien avec des X. B a toujours divisé vos X. Rappelez-vous la partie entière. La preuve, je vais la faire ici. Changeons de fonction. Prenons la partie entière. Donc, la partie entière, ignorez la hauteur en 2 marches. Je vais graduer ici en entier, plus simple pour vous. B1, largeur 1. X, largeur X. B1, largeur 1. Si B passait à 2, on voit très bien que cette largeur était diminuée de moitié à 1,5. Fait que B a toujours en réalité divisé vos X. Donc, si je reviens à la fonction sinus, à graduer par des entiers de pi, période 2π, si B vaut 1, période est rendue la moitié à pi si B passe de 1 à 2. Donc, on voit que l'écart d'un cycle est rendu ici, bien sûr, pi. Donc, en réalité, la période vient se faire diviser par le B. Retour à moi à l'instant.
Donc oui, le paramètre B affecte les X. A affectait les Y, B affecte seulement que les X. Donc l'élément qui était en X, c'était bel et bien la période. Donc la période est l'écart d'un cycle montagne-trou. Donc au départ, la période est 2π lorsque B vaut 1. Si B change, cette période va aller se faire diviser par le paramètre B. Donc, c'est donc dire que la période sera reliée à la valeur de B. Donc, la période, je l'ai désigne comme étant la lettre P, était au départ 2π. Le B ira diviser cette période. De la petite formule pour trouver la période de n'importe quelle fonction sinus transformée sera période égale à 2π sur B. Si B, par conséquent, valait 4, un petit exemple, si B valait 4, la période serait, par conséquent, 2π sur ce 4. Donc, si on simplifiait 2π sur 4, on aurait bien sûr ici π sur 2, ce qui signifierait qu'on aurait un cycle montagne-trou dans une période, un écart d'une période de π sur 2. Voyons la preuve à l'instant. Et oui, Pascal, tu as raison. Si B devient être 4, on devrait avoir un cycle s'étalant en une période de 2π sur 4 qui est simplifié π sur 2. Donc, on devrait avoir un cycle montagne-trou en dedans de π sur 2 de période. Et en voici la preuve nette. Si B grandit à 4, je devrais avoir un petit cycle condensé s'étalant montagne-trou, c'est merveilleux, d'une période de π sur 2. L'écart horizontal d'un cycle devient être π sur 2 si B est 4. Donc la période vient vraiment se faire diviser par le paramètre B qui est 4. Donc la période est toujours 2π sur ce B. 2π sur 4 simplifie à une période de π sur 2. Donc maintenant, si B devient encore plus petit, s'il diminuait, c'est-à-dire que si B passait de 1, période 2π, à exemple 0.5, on devrait avoir 2π sur 0.5 rendu notre nouveau paramètre B. 2π sur 0.5 donnerait en réalité 4π. Donc on devrait avoir un cycle s'étalant montagne-trou en dedans d'un 4π d'écart. On ne le verra pas bien car ma graduation termine à 2π, mais si on imagine le tout, B comme étant 0.5, 2π sur 1,5 donnerait une nouvelle période de 4π. Le cycle montagne puis le trou, je vous jure qu'il arrêterait ici à 4π d'écart. Donc, le rôle de B, c'est qu'il vient à diviser la période 2π. Donc là, on va le voir ensemble, le rôle du paramètre B, point de vue valeur. C'est-à-dire que la valeur de B vient aller ici diviser votre période initiale 2π. Comme c'était comme tantôt, si B valait 4, on aurait une période comme étant 2π sur ce B qui est 4. 2π sur 4 était une période nouvelle de π sur 2. Voici l'impact de B dans sa valeur. Mais qu'est-ce qui se passe si B passe de positif à être un nombre négatif? Tout à l'heure, on l'a vu, si A était négatif, donc la courbe initiale subissait une symétrie d'axe X. Qu'est-ce qui se passe si B tombe à être négatif? On va le voir à l'instant grâce, je tiens à dire, un programme qu'un ancien élève m'a offert gratuitement, Christophe Gagné. Donc c'est vraiment lui qui a créé le programme que j'exploite avec vous à l'instant pour qu'on puisse voir ensemble le rôle du paramètre B en son signe, ce qui tombe à être négatif. On le voit live là. Donc, voici un bref rappel du rôle du paramètre B. Vous remarquez que si B grandit, plus que les cycles sont condensés. Donc, plus la période est petite d'un cycle. Donc, B grand, période petite. On dit que c'est inversement proportionnel. Oh, quel grand mot scientifique. Par contre, si B rapetisse, plus les cycles s'étalent. Donc, ils sont de moins en moins condensés. On marque que la période est par contre beaucoup plus grande si B rapetisse. Donc, c'était l'impact du rôle de B, point de vue valeur. Maintenant, analysons le rôle de B, point de vue signe. Je tiens à vous rappeler que le A, son impact en signe, s'il tombait de plus à moins, la courbe subissait une symétrie d'axe X. Donc, le B, ça va être le contraire. Si B passe de plus à moins, il y aura une symétrie d'axe Y. Car en réalité, c'est le cas. Comme le B a toujours affecté les X plus deviendront, si B est négatif, des X-.
et c'est l'axe des Y qui délimite la partie X plus à ici X moins. Donc, ça va dans le même sens du fait que si B passe de plus à moins, il y aura une symétrie d'axe Y de X plus à X moins et de X moins vers ici X plus. Donc, c'est le rôle du paramètre B en réalité, point de vue signe, symétrie d'axe Y. La preuve, si vous remarquez bien au départ, avant que je fasse la symétrie d'axe Y, analysons bien ensemble de vos yeux vus juste ce cycle. Donc, montagne-trou, cycle de base. Ignorez le cycle sur votre gauche. De vos yeux vus, regardez simplement que le cycle montagne-trou. Vous allez voir que cette montagne, si B passe de plus à moins, cette montagne va subir une symétrie d'axe Y. Elle va devenir cette montagne à gauche de l'axe Y par symétrie d'axe Y. Et ce trou va bien sûr subir lui aussi une symétrie d'axe Y. Il va devenir ce trou. Là, c'est quand même difficile à voir parce que je ne peux pas, mettons, le pointer avec mon fameux doigt. Mais regardons bien ce qui se produit. B plus 1 à B moins 1. Symétrie d'axe Y. La preuve, si B passe de plus 1 à moins 1, cette ancienne montagne est devenue cette nouvelle montagne, symétrie d'axe Y. Cet ancien trou qu'on avait ici entre pi et 2pi, est rendu bien sûr par symétrie d'axe Y, ce trou entre moins pi et 2pi. Donc toujours symétrie d'axe Y. Donc voici le rôle du paramètre B, point de vue signe. S'il est négatif, vous aurez toujours une symétrie d'axe Y. Revenons à moi physiquement. C'est quand même assez évident. Si A était négatif, symétrie d'axe X. Si B était pour être négatif, bien, symétrie d'axe Y. Donc, le rôle de B, point de vue signe, ça va être celui-ci. Donc, si B est négatif, alors il y aura une symétrie d'axe Y. Donc, si A est négatif, symétrie d'axe X. Si B est négatif, symétrie d'axe Y. Par contre, je sais que les plus futés d'entre vous disent la chose suivante présentement dans votre cerveau. Si A est négatif, symétrie d'axe X. Si B est négatif, symétrie d'axe Y. Ça ne vient pas au même. Mais parfaitement. A, s'il était négatif, on aurait une fonction. Genre trou montagne, trou montagne. Si B était négatif, on aurait la même fonction. Genre trou montagne aussi. Et c'est le cas. Donc, je vais vous prouver ici à l'instant que si l'un des deux paramètres, soit le A ou le B, était négatif, ça va venir à la même courbe, à la même fonction, ainsi tracée. Et oui, je vais vous prouver à l'instant que si A est négatif, B est positif, ça va venir au même que si A est positif, B est négatif. Donc, dès qu'on a des signes contraires de A et de B, vous allez avoir les cycles inversés. Trou montagne, comme c'est le cas ici. A-, B+. Voici le graphique. Je vais vous prouver que si A passe de positif à positif et B devient être négatif, vous allez voir le même cycle. Trou montagne. En voici la preuve. Si A devient être 1, symétrie d'axe X. Si B devient être moins 1, symétrie d'axe Y. On remarque qu'on a le même graphique que lui d'auparavant. Trou montagne. Donc, si nous résumons bien, A de signe contraire à B, vous allez avoir le cycle inversé à tracer trou montagne, comme c'est le cas ici. N'est-ce pas merveilleux? Donc, comme je viens de vous le dire, si on avait un paramètre A positif avec un B négatif, ça va venir au même point de vue graphique que si c'était le contraire, c'est-à-dire un A négatif avec un B positif. Et en voici la preuve. Voici ma fonction de base, c'est-à-dire avec un A1, un B aussi 1. J'ai mis des 1 pour marquer l'instance sur, non pas leur valeur, mais leur signe. Donc A est positif, B aussi. Donc fonction de base finalement, montagne-trou, toujours perpétuellement le long de l'axe des X. J'ai mis de la couleur, du bleu et du noir pour voir où sont rendus ces cycles après les symétries. Autrement dit, si A est plus, B aussi plus. Voici le graphique. Qu'est-ce qui se passe? A tombe à être un nombre négatif. Comme ici, mon coefficient moins 1 devant ma fonction sinus. Donc, si A tombe à être négatif,
il y a toujours une symétrie d'axe des X. Donc, cette montagne est devenue ce trou par symétrie d'axe X. Ce trou est devenu cette montagne par symétrie encore d'axe X. Pareil pour le cycle ici en noir, symétrie d'axe X, j'obtiens trou montagne. Donc, on peut s'apercevoir que lorsque A est négatif, B demeurant être un nombre positif, mais on aurait le cycle trou montagne, cycle inversé de ma fonction de base. C'est pareil que lorsque B tombe être un nombre négatif, en demeurant le A positif. J'ai laissé A positif, par contre, j'ai mis le B comme étant -1 négatif. Si B négatif, symétrie de la fonction de base d'axe Y. Et c'est qu'est-ce qui s'est produit? En mettant la couleur, on le voit assez bien. Le cycle en bleu par symétrie d'axe Y est devenu ici de l'autre côté de l'axe Y à sa gauche, donc par le cycle ici suivant. Donc symétrie d'axe Y du cycle en bleu vers votre gauche. Pareil pour le cycle en noir, symétrie d'axe Y est devenu ici par symétrie, mais le cycle ici en noir de la droite de l'axe des Y. Si vous remarquez bien, cette fonction trou montagne est la même que cette fonction aussi, trou montagne. Si je n'avais pas mis de la couleur, vous auriez vu que dalle. C'est-à-dire, on aurait vu trou montagne, comme c'est comme ici, trou montagne, admettons tout en noir ici, point de vue, mettons, crayon. Donc, ceci, ou plutôt celles-ci, sont les mêmes fonctions. Qu'on ait un A négatif, B positif, ou qu'on ait un A positif, B négatif, même fonction. Et c'est pareil, évidemment, que lorsque A et B auront les mêmes signes. Donc, je l'explique grâce au programme de Christophe Gagné à l'instant pour rendre le tout plus clair et on se retrouve dans quelques secondes ensemble. Et oui, Pascal, tu as bel et bien raison, car si vous remarquez bien, A positif, B aussi positif, nous avons le cycle de base montagne-trou, s'étalant le long de l'axe des X. Donc, ce graphique est le même que lorsque A et B sont à la fois négatifs. La preuve, si vous avez un A plus B aussi, voici le graphique. Donc, il n'y a rien de changé. Donc, l'autre graphique, A négatif, B négatif, mais sera le même graphique, la preuve. A négatif, symétrie d'axe X, B négatif, symétrie d'axe Y. Ce graphique est le même que tantôt, n'est-ce pas formidable? Donc, A+, B+, autant que A-, B-, revient au même cycle. Le même graphique, je veux dire. Donc, voici un résumé rapide des signes des paramètres A et B en fait de duo. Oui, ceci est vraiment vrai. Dans tous les cas, c'est un bref résumé d'auparavant. Par contre, notez bien ceci. Admettons que si A et B, si les paramètres A et B ont les mêmes, j'écris un petit M avec un chapeau qui désigne bien sûr ici même, accent circonflexe, pardon, M avec un accent circonflexe. Donc, je me mélange moi-même. Si A et B ont les mêmes signes, oui, alors ça va correspondre au cycle suivant. Vous allez avoir le cycle de base montagne-trou. Comme c'est le cas ici. Si A et B ont les mêmes signes, A+, B+, ou A-, B-, les cycles sont les suivants. Montagne-trou, 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 montagne-trou. Donc, cycle de base, montagne-trou. Par contre, si A et B ont des signes contraires, c'est-à-dire des signes opposés, contraires, donc vous allez avoir le cycle inversé de sens, c'est-à-dire trou-montagne. Et c'est le cas par ces deux graphiques. Donc A négatif, B positif, trou-montagne, pareil que lorsque A est positif, B négatif, trou-montagne. Donc, signe contraire, ça obtient le cycle trou-montagne, les mêmes signes, donc de A et de B, plus ou moins, on aura le cycle de base, c'est-à-dire montagne-trou. Voici le résumé rapide des signes de A et de B. Chose importante pour qu'on puisse tantôt tracer efficacement des vrais graphiques de fonctions transformées sinus. En terminant, voici les rôles des paramètres H et K. C'est très simple. Vous savez tous quel est le rôle de H et le rôle de K. Voici un bref rappel de ceci. À l'instant, retour à la voix de Pascal. Donc, le rôle de H, en terminant pratiquement les rôles des paramètres ABHK.
Le h, bien sûr, est un x, donc c'est clair qu'il va affecter les x. Donc le h est en réalité une translation en x horizontale, x. Donc si h augmente, translation vers les x positifs. Si h diminue, translation de la courbe vers les x négatifs. Donc translation horizontale, A est plutôt le rôle du paramètre h, comme on a toujours vu. Par contre, qu'est-ce qui est plus important, c'est ceci. C'est le point de départ en réalité. Donc le point de départ, il est en 0, 0, car h est nul, k aussi. Donc hk au départ, au sens visuel, c'est le début du cycle initial, c'est-à-dire 0, 0. Remarquez bien ce point. 0, 0 devient être 1, 0 si h vaut 1. Donc, le h est le x du début du cycle à tracer. Si h vaut moins 2, vous allez voir que le début de votre cycle partira ici à moins 2. Montagne, trou partant à moins 2. C'est pareil pour le rôle du paramètre k. Bien sûr, k, translation verticale, car k est un y, donc ça translate la fonction à la verticale, donc au bas en y. Si vous remarquez bien, h est nul, k aussi, point de départ en 0, 0. Finalement, pour vous dire la vérité, là, hk, c'est le point de départ du cycle, c'est-à-dire montagne-trou de base. hk, point de départ. Si k est nul, le y du point de départ est aussi nul, 0. Si k vaut 1, le point de départ partira en 1 de y, c'est-à-dire h0, k1, y1. Fait que si finalement k vaut moins 2, puis h voudrait, j'invente 3, mais je vous jure que vous allez avoir un point de départ en 3, moins 2. 3, moins 2. Point de départ d'un montagne-trou qu'on verrait ici, c'est aller vers la droite. Fait qu'arrêtez le rôle du paramètre h et k, si on les mettait ensemble, c'est le début, c'est le point de départ à votre cycle. Dernière fois, si h vaut, mettons, 4, si h vaut 4 et k valait style moins 2, vous allez avoir un point en 4, moins 2. Ce point-là, c'est le début d'un cycle montagne-trou s'étalant ici à l'est. Fait que rôle de HK, point de départ d'un cycle. Voilà. Donc oui, véritablement, le rôle de HK, point de vue global, c'est le point du début d'un cycle. Soit le point, le début du cycle montagne-trou, ou le point, le début HK d'un cycle trou-montagne. Pour la rendre très claire dans votre cahier notes, elle indiquait que si on avait le cycle montagne-trou, que ce point de départ à gauche du cycle, c'est lui qui est plutôt HK. Donc notez que ce point-là, c'est les coordonnées H et de K. Pareil, puis le cycle s'est inversé de sens. Si on avait A et B de signe contraire, le point de départ serait lui aussi le couple H et K. Donc ce point de départ de peu importe le cycle que je pourrais donc avoir, soit montagne-trou ou trou-montagne, c'est le point de départ HK. Allons ensemble, on les mure pour tracer efficacement des graphiques de fonctions sinus transformées. Donc on se retrouve plus tard pour des exemples de tracés de graphiques de fonctions sinus. À plus!